Vostra. Du coup, si tu fais que ça, en fait, tu fais un peu l'erreur que j'ai commise, c'est t'investis que dans la tech. Ouais. Et du coup, en fait, des fois, il faut se faire un peu se flageller et aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la martingale, où j'ai découvert des trucs en fait que je connaissais pas. Donc l'or, évidemment, je savais que tu pouvais investir dans l'or, mais je savais pas que c'était aussi simple. Et en fait, t'as acheté des lingots? Non, j'en ai pas encore acheté, mais j'en ai acheté un peu sur Revolut. Ouais. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait j'ai l'impression pareil dans l'investissement, je pense qu'on est un peu à l'âge, tu vois. Je me souviens, alors je suis un peu plus jeune que toi, mais en 2005 ou en 2000, lancer une startup, c'était hyper compliqué. Tu vois, t'avais des barrières à l'entrée énormes, il fallait que t'aies tes serveurs dans le garage, etc. Mais rien que même créer une boîte, c'était compliqué. Ouais, voilà. Dire, aujourd'hui, physiquement, c'était compliqué. Aujourd'hui, presque en 2 clics, tu vas sur Conto, bah voilà, paf, ton compte il est fait, il dépose tes statuts, etc. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, on est à peu près l'équivalent de 2005 aujourd'hui en investissement, c'est que les barrières, elles tombent. En fait, tu peux acheter des actions en 3 secondes sur Revolut ou sur eToro ou sur plein d'autres brokers en ligne. Tu peux investir en or, en 3 clics, pareil, c'est stocké dans une banque. Tu peux acheter des cryptos hyper vite. Bon, je pense que tout ça est en train de tomber. Du coup, ça facilite vachement l'entrée et la diversification. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine sur La Martingale après un épisode notamment sur les montres que j'ai fait la semaine dernière. J'avais fait des épisodes dans l'art, dans pas mal de sujets différents. J'ai adoré cet épisode sur les montres avec Greg Blumenfeld. Et j'ai eu quand même des retours de certains d'entre vous qui se sentaient un petit peu... qui me disaient, bon, moi, limite, je kiffe pas les montres. Et puis... qui se sentaient pas complètement impliqués dans le truc. Alors peut-être qu'on est parti fort sur les prix et à la fois... oui, en effet, on parle de montres en dessous de 2000 € d'occasion. On trouve pas grand-chose en tout cas, qui se valorisera. Parce que l'idée, c'est qu'on parle quand même de montres de collection et c'est pas des flic-flac, en effet, à 15 € chez Leclerc. Mais voilà. Donc moi, mon idée avec tout ça, si j'en parle là, c'est vraiment de dire à quel point dans la martingale, je voudrais aussi trouver des investissements exotiques, mais aussi des investissements de kiff, quoi. Et de se dire, tiens, je peux me payer peut-être une Porsche 911 et à partir du moment où je la plante pas dans un mur, et ben voilà, je la revendrai peut-être plus cher que ce que je ne l'ai payé. Voilà. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode du coup très différent, mais c'est un peu la beauté de ce podcast avec Johan Lopez. Salut Johan. Salut. Nous, on se connaît par Snowball en fait. Hein. C'est comme ça qu'on a. Ouais. Snowball, qui est une newsletter que tu édites, snowball.substack.com, donc je mettrai le lien. Je te disais en préparant ça, c'est pas exactement le pendant de la martingale en mode newsletter, mais on n'est pas loin dans le sens où t'es sur des aspects très pratiques de l'investissement, toujours assez activables. Moi, j'adore Snowball, tu le sais. Hein, de toute façon, on a échangé pas mal de fois ensemble là-dessus, on s'est croisés. Et en fait, on part du même constat un petit peu, dont on a parlé aussi avec Anto récemment, qui est de se dire, en fait, il y a toute une partie de la population dont tu fais partie plus que moi, mais dont je fais partie quand même un peu, parce que même si je suis un peu plus âgé, j'ai quand même mis du temps à investir parce qu'en fait moi tous mes investissements étaient dans mes boîtes et donc n'ayant pas eu d'argent de côté comme beaucoup de salariés par exemple assez jeunes pouvant mettre de côté parce que je me payais une misère, et bien du coup j'y viens assez tardivement. Maintenant j'ai d'autres assets du coup et des boîtes, ce qui fait autre chose, mais probablement ce qui déséquilibre chez moi un peu le portefeuille. En revanche
Je suis très mauvais sur tous les trucs un peu tradis et que j'étudie maintenant depuis un peu plus d'1 an sur la martingale, qui vont de l'or au Bitcoin à des PEL, PEA, actions, etc., etc. Et donc du coup, je m'y mets petit à petit, je découvre tout ça petit à petit, et je me rends compte d'une chose, c'est que il y a beaucoup de choses inaccessibles ou compliquées. Alors, moi, il se trouve que j'ai eu cette chance de faire un investissement immobilier il y a plusieurs maintenant avec les bureaux, mais il y a plus de 10 ans. Mais la problématique de quelqu'un qui a 25 ou 30 ans ou même 35 ans qui a pas fait ça, aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de villes, ça devient inabordable et en fait, tu dois faire plutôt du locatif plutôt que limite même te loger toi-même dans ton appartement. Une fois cette intro faite, du coup, notre constat est de dire que il faut trouver les nouveaux modes d'investissement, les nouveaux endroits où on peut faire peut-être de bons investissements. Voilà, il faut trouver les moyens d'en parler, notamment aussi dans un secteur financier où tu as 1 million d'intermédiaires partout dans tous les sens et où en fait tu as juste l'impression de te faire bananer à tous les coins de rue. Et du coup, tu vas chercher à aller chercher, explorer de nouveaux horizons. Dans l'immobilier, justement, peuvent être l'immobilier papier ou dans l'or papier, l'or physique, etc. Les bitcoins, etc. etc. Voilà, et c'est un peu de tout ça dont on voudrait parler. Moi, ce qui m'interrogeait en fait là-dessus, c'est que en échangeant avec toi, non seulement tu fais partie de cette génération qui a un accès différent à l'investissement, et donc tout a changé là-dessus, mais en plus tu as décidé un peu de resetter tout ça et de repartir à zéro. Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais déjà je suis assez d'accord avec toi sur le fait que en fait j'ai l'impression que l'investissement aujourd'hui, les gens le voient encore comme payer ses impôts. Tu vois, c'est un truc qui est pas cool et qui est un peu chiant, et du coup, là où je te rejoins avec la martingale, c'est que tu essayes justement de dédramatiser un peu tout ça et de montrer que ça peut être vachement intéressant, et puis ça peut être aussi fun. Et du coup, c'était mon but aussi avec Snowball, quoi. Donc en gros, ouais, moi... C'est vrai, hein, ton truc des impôts, je suis d'accord, en fait. La manière dont on te le présentait un peu avec toujours... un truc un peu angoissant. Le côté sale de l'argent aussi, les gens pensent que du coup investir en bourse c'est un peu diabolique, tu vas financer le mal. Bon bref. Du coup en fait je pense qu'il y a plusieurs choses où les gens se sentent bloqués aujourd'hui. C'est déjà je pense que tu le répètes souvent dans tes épisodes, c'est dans quoi je vais investir. Du coup toi je pense que tu es en train de très bien déblayer le chemin là, et ça c'est très cool. Après, tu as la question de comment tu vas investir. C'est dans quoi, quel type de produit, etc. Et après, tu as la question de quand. Ça, c'est le timing, c'est ce qui fait peur à tout le monde, j'ai l'impression. Et donc moi, c'est marrant parce que du coup, je suis rentré dans ce monde-là de l'investissement en 2008, je crois. C'était autour de la crise des subprimes. J'étais aux États-Unis. Un bon moment. Un bon moment, ouais. Je faisais mes études là-bas et du coup, je me suis dit, pourquoi pas commencer à investir. Études d'économie en plus, donc finance, forcément, ça rentrait dedans. Du coup, je commence à investir. Donc, passionné d'Apple, je fais quoi? J'achète un peu d'Apple. Passionné de Tesla, j'achète de Tesla. En 2008? En 2008. Non, Tesla, c'était plus tard, pardon. C'était Apple 2008. Tesla, c'était un peu plus tard. Mais toujours dans des boîtes tech, quoi. C'était vraiment mon truc. Je suis du monde de start-up, donc normal. Pas con, mais petit à petit, le temps passe. Et là, je me retrouve, du coup, mars 2020, c'est ça, ouais. Donc, gros crash, voilà, Covid, etc. Confinement, etc. Ouais. Et donc là, mon portefeuille s'écrase évidemment, je crois moins 50%, tu vois. J'étais à peut-être, je sais plus, j'avais investi sur la totalité peut-être 15 000 euros qui s'étaient transformés en 40 000 et qui étaient retombés à 20 000, quoi. D'accord. Grosse surprise, le temps passe. Toutes les actions remontent, partent en flèche. Cet été, voilà, c'est Tesla qui fait plus 300%, Apple qui fait plus, je sais pas combien. Mais t'avais pas tout vendu, rassure-moi. Non, j'avais rien vendu. Au contraire, j'étais rentré. Donc on va en reparler après, je pense, sur le timing. Et du coup, je me dis ça commence à devenir un peu. Mon portefeuille était complètement déséquilibré, un peu comme toi avec les startups. J'avais
j'avais, je crois, peut-être 60% de mon portefeuille qui était tiré par Apple et Tesla, quoi. Du coup, je me dis bon, en plus j'avais commencé à écrire Snowball, je me renseigne vraiment sur tous les types d'investissements, j'avais commencé les cryptos et tout. Donc je me dis bon, il faut que je reparte à zéro et ce sera l'occasion en plus de partager un peu ça avec tout le monde, quoi. Donc là, je me retrouve en ayant tout vendu avec une somme qui est assez conséquente quand même, qui est de à peu près 80 000 euros. Et donc là, je me suis dit... Je te fais une pause juste parce que pour aussi remettre en exergue tout ça, hein, on parle de 2008 à 2020. Tu parles de 15 000 euros. Donc ça fait un tout petit peu plus de 1 000 euros par an, quoi. On parle de 1 200, quelque chose comme ça. Je pourrais arrondir à 100 euros par mois. C'est ça. Et 100 euros par mois qui se sont transformés qui auraient dû être 15 000 si tu les mettais juste sur un livret A, peut-être. Tu aurais peut-être eu 15 200. C'est ça. Et au lieu de 15 200, donc tu avais un jour 20 000 et le lendemain 80. Enfin, voilà. En gros, c'est ça. C'est juste de dire, voilà. Ça veut pas dire que tu n'aurais pas pu te retrouver avec 800 aussi. Exactement, parce que c'était une option. Mais, et puis tu mettais probablement aussi pas tout en action. Donc tu avais probablement aussi d'autres. Ouais, j'avais un peu de crypto, tout ça. Voilà. Donc, investissement aussi dans l'immobilier. Et donc, mais on parle pas d'un truc complètement délirant, inaccessible, quoi. 100 euros par mois. Ouais, c'est ça. J'étais étudiant encore. Donc vraiment, j'ai vraiment commencé très jeune en étant étudiant. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'abonnés Snowball qui sont des étudiants. Donc ça montre que, en fait, tu peux commencer, c'est ce que tu dis dans ton intro, c'est que tu peux commencer avec du 200 euros par mois, comme avec du 4 000, 10 000, 100 000 euros, quoi. Et donc là, mon constat, c'était, j'ai envie de repartir sur des bases assez solides, donc de diversifier, donc de pas avoir que des investissements en actions. Ça, c'était un peu l'erreur que j'avais faite. Et donc de me dire, comment aujourd'hui, si je devais repartir à zéro, qu'est-ce que je ferais? Et donc là, la question, c'est un peu, tu connais bien l'univers des startups, c'est quand tu es un fonds d'investissement, c'est tu dois définir ta thèse d'investissement. C'est en gros, c'est je vais investir que dans les startups qui font plus de X millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont que dans le domaine de la banque, etc. Donc ça, c'est un peu, tu définis ta thèse et tu te dis aussi potentiellement, je vais investir que dans des startups qui ont 3 cofondateurs. Donc et en gros, je me dis, tu fais exactement la même chose en fait pour toi personnellement. Et donc du coup, c'était mon but, c'était me dire, c'est quoi ma thèse d'investissement? Et là, ma thèse, elle a été assez simple, c'est j'ai 33 ans, donc ça veut dire que mon horizon temporel, il est assez long. Je suis pas proche de la retraite, donc je peux voir sur du 20, 30, 40 ans et donc bloquer de l'argent très longtemps. Le deuxième truc, c'était j'ai un profil assez de type risqué, on va dire. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai tendance à vouloir investir dans faire des paris, en gros, sur certaines valeurs, sans être une tête brûlée, quoi. À côté de ça, le truc qui est important, et c'est ce qu'on a dit, c'est que du coup j'ai investi depuis 2008 régulièrement, donc j'ai acheté régulièrement du Apple, régulièrement du Tesla, etc., d'autres, du Facebook, d'autres. Et donc l'idée c'est de se dire, le plus important en fait, c'est que tu peux pas, quand j'écoute la martingale, ça revient souvent, ça c'est, on peut pas, comme on dit timer le marché, quoi. C'est en gros, on peut pas prédire qu'est-ce qui va se passer. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, en fait, si tous les mois tu mets X euros sur le même produit, en fait, ça va lisser ton risque sur 10 ans, par exemple. Donc, si tu achètes tous les mois 100 euros d'Apple, des fois tu vas acheter cher, des fois tu vas acheter pas cher, des fois tu vas acheter moyen, et à la fin, en fait, tu te retrouves avec un investissement qui est beaucoup mieux que si tu étais rentré très haut, quoi. Donc, et peut-être un peu moins bien que si t'es rentré très bas. Et ce qui est quand même hyper facile à dire et hyper dur à faire. Je vais dire, moi je suis pas donneur de leçons, je crois que j'ai plein de défauts, mais j'ai pas trop celui-là. Mais autant là, donc on enregistre en septembre 2020, pour ceux qui écouteront cet épisode plus tard, il y a quand même un gros drop sur les valeurs techno depuis bientôt 10 jours, donc Tesla qui a pris super cher, voilà. Et donc moi j'avais investi, je suis ce qu'on appelle un Covid trader, hein, t'as entendu parler du terme, qui sont assez mal vus par les pros, etc. Parce que c'est une légion de traders, notamment aux États-Unis, hein, qui sont rentrés sur le marché juste après, vers le 15 mars, voilà. Et donc ils sont mal vus parce que souvent ils font n'importe quoi. Et puis ils tirent les marchés dans des endroits qui sont complètement irrationnels. Voilà, voilà. Et du coup voilà. Et moi j'ai vu
commencé un drop. Et si je suis bien ce conseil, j'aurais dû me dire, ok, je remets 100 balles sur machin. J'ai tout vendu, quoi. Soyons clairs, j'ai tout vendu, tu vois. Et j'avais pris, et je suis content de moi en plus, tu vois. Là, je suis à presque 2 semaines après. J'ai tout vendu, tout mon portefeuille a pris encore moins 20% à partir. Enfin, je pense que j'ai tout vendu à moins 2, moins 3. Enfin, j'ai commencé à avoir des trucs. J'étais pas sur Tesla à ce moment-là. Et du coup, voilà. Là, je me demande si je veux tout racheter, mais j'ai envie, évidemment, comme tous ces idiots de Covid traders, de me dire je vais attendre de taper le bas, et en l'occurrence il vient pas, quoi. Mais non, mais oui, en plus là on est on est vraiment dans un climat qui est complètement pas du tout rationnel en fait. On est sur des valorisations qui sont en fait je sais pas, mais là je dis n'importe quoi, mais l'action Tesla a peut-être 50 trimestres d'avance en termes de valorisation, donc mais voilà, sans forcément même nous devoir l'actu, ce que je veux dire, c'est que psychologiquement c'est dur. On le dit, mais quand ça drop, ne pas vendre et se dire non, je rachète encore plus. C'est dur. C'est pour ça qu'en fait il faut automatiser. En fait, c'est ça là, en fait le plus dur dans l'investissement, c'est comment tu supprimes le côté psychologique, comment tu enlèves tes biais cognitifs, etc. Et ça, la meilleure façon, en fait, c'est de le planifier, tu vois. Toi, t'as monté plusieurs boîtes. Tu fais quoi? Tu fais un business plan qui est un peu, en gros, ton guide. En gros, c'est un tuteur qui va te dire, OK, j'ai envie d'aller dans cette direction. Tu sais très bien que tu vas pas y aller. T'as peu de chances que toutes tes hypothèses soient bonnes, mais par contre, tu dis, OK, c'est vers là que je vais. Ouais. Maintenant, j'ai même presque arrêté les directions et les business plans. J'ai mis le Nord. Tu vois, voilà, c'est ça. Et puis j'ai ma North Star, mon étoile du Nord. Et puis je suis cette étoile en me disant, je vais bien y arriver un jour. Mais j'évite de mettre trop de chemin. Parce non, sinon, tu te rends compte que tu peux pas y arriver. Et donc, en gros, du coup, moi, je me dis, c'est quoi mon étoile du Nord, là, en termes d'investissement? T'avais, donc, tu peux voir sur le long terme. T'as un profil de type risqué sans être sur une tête brûlée. On peut rien prédire. Ça, c'était les 3 points que tu m'as dit sur ta thèse d'investissement. Ouais, il y en a d'autres. En fait, c'est j'investis régulièrement X euros. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle la stratégie DCA ou Dollar Cost Averaging. Alors c'est marrant, la finance, c'est un peu comme les startups, c'est très anglicisé en termes de. Et du coup là, ça veut dire en gros, t'investis tout le temps la même somme. Ça peut être tous les 3 mois, je mets 1000 euros de Bitcoin, ou tous les 6 mois, j'achète, je sais pas moi, 1 kilo d'or. Bon, si tu peux acheter 1 kilo d'or. Dollar Cost Averaging, ok, ouais. En gros, c'est du placement en français. Alors c'est placement, je sais plus comment c'est la traduction, mais bon. Tu moyennes ta douleur. Tu moyennes, c'est ça, exactement. Ouais. Et après, le dernier truc, c'est, en tout cas pour moi, c'est j'investis dans des choses que je connais. Alors c'est pas forcément évident pour tout le monde. Moi, je suis côté business, donc quand je parle de bourse, c'est des trucs qui m'intéressent. Mais t'as le moyen de te renseigner assez facilement ou de te faire conseiller parfois, quoi. Et donc ça veut dire par exemple, je connais pas du tout l'industrie de l'énergie, donc en gros je vais pas trop y toucher. Ça en général c'est quelque chose qui marche bien, de se dire ok, imaginons tu travailles dans le secteur de la food, quoi, donc tu connais bien comment ça marche, tu connais bien opérationnellement comment ça fonctionne, et du coup tu dis bon, c'est potentiellement un truc que je connais bien. Du coup, j'ai une belle vision de à quoi va ressembler McDo dans 20 ans, etc. Tu vois, je le mets sur l'univers de mon expertise. En fait, tu m'aurais entendu il y a 4-5 ans te parler d'Instagram et à quel point j'y croyais, etc., etc. Je pouvais, en fait, si j'avais vu une stratégie d'investissement à ce moment-là, voir un truc que, en fait, finalement, beaucoup de financiers ne voyaient pas parce qu'ils voyaient pas la puissance de ces médias comme je la voyais, en fait. Ouais. Même si, okay. C'est ça. Sauf que ça, parfois, du coup, il faut le contrebalancer parce que du coup, si tu fais que ça, en fait, tu fais un peu l'erreur que j'ai commise, c'est t'investis que dans la tech. Ouais. Et du coup, en fait, des fois, il faut se faire un peu, un peu se flageller et aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la martingale, où j'ai découvert des trucs en fait que je connaissais pas. Donc l'or, évidemment, je savais que tu pouvais investir dans l'or, mais je savais pas que c'était aussi simple. Et en fait, t'as acheté des lingots? Non, j'en ai pas encore acheté, mais j'en ai acheté un peu sur Revolut. Ouais. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait j'ai l'impression pareil dans l'investissement, je pense qu'on est un peu à l'âge, tu vois. Je me souviens, alors je suis un peu plus jeune que toi, mais en 2005 ou en 2000, lancer une startup, c'était hyper compliqué. Tu vois, t'avais des barrières à l'entrée énormes, il fallait que t'aies tes serveurs dans le garage, etc. Mais rien que même créer une boîte, c'était compliqué. Ouais, voilà. Aujourd'hui, physiquement, aujourd'hui, presque en 2 clics, tu vas sur Conto, bah voilà, paf, ton compte il est fait, il dépose tes statuts, etc. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, on est à peu près l'équivalent de 2005 aujourd'hui en investissement, c'est que les barrières, elles tombent, en fait. Tu peux acheter des actions en 3 secondes sur Revolut ou sur eToro ou sur plein d'autres brokers en ligne.
Tu peux investir en or, en 3 clics, pareil, c'est stocké dans une banque. Tu peux acheter des cryptos hyper vite. Bon, je pense que tout ça est en train de tomber. Du coup, ça facilite vachement l'entrée et la diversification. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, ça, c'est un truc, j'ai envie d'être hyper diversifié. Donc ça, c'est une autre partie de ma thèse. C'est la diversification. Et finalement, c'est le dernier, c'est celui que tu disais, c'est t'as du mal à vendre, mais en fait, si tu te donnes ton étoile du Nord, et par exemple, tu te dis en fait, ça c'est ce qu'on appelle la réallocation de ton portefeuille ou le rebalancing en anglais. C'est tu te dis, je veux par exemple que les crypto-monnaies, ça fasse que 10% de mon portefeuille. Et imagine demain, le Bitcoin, il explose, il passe à, il passe de $9,000 aujourd'hui ou 10 000, je sais plus à combien il est, à 20 000. Tu vas faire quoi en fait? Du coup, le poids du Bitcoin dans ton portefeuille, il va exploser. Et du coup, en fait, tu vas avoir un portefeuille complètement déséquilibré. Et en fait, de te dire que tu voulais que ça fasse 10%, ça veut dire que tu vas vendre le Bitcoin automatiquement à un prix très haut. Et du coup, ça te force à te dire, OK, je vends haut et j'achète bas. Parce que du coup, en fait, tu rééquilibres ton portefeuille. Et ça, c'est un truc... Alors, le mieux, c'est de pouvoir l'automatiser. Aujourd'hui, tu peux pas vraiment le faire en bourse, sauf si tu achètes des ETF ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, toi, il faut que tu le fasses encore aujourd'hui à la mano. T'as pas vraiment de possibilité de le faire. Alors dans les cryptos, t'as des trucs qui le font. T'as des outils comme Shrimpy. C'est un truc, en fait, tu dis, je veux avoir 30% de Bitcoin, 70% d'Ethereum. T'appuies sur un bouton, tu achètes 500 € sur Coinbase ou Binance. Et automatiquement, il alloue ça, et tous les mois, il fait son automatisme, et paf, il réalloue tout ça. Bon, et t'as pas trop de trucs aujourd'hui en bourse en tout cas, donc il faut le faire un peu à la mano. Mais ça, en gros, ça te permet de vendre haut et d'acheter bas toujours, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un truc même si tu fais pas des fichiers Excel, etc., de l'avoir en tout cas sur un morceau de papier quelque part, c'est hyper important, et ça te permet justement d'éviter tous ces biais de vendre quand les marchés se crachent et d'acheter quand t'as 13 millions de mecs sur Robinhood qui achètent tous du Tesla parce que t'as un gars qui est comment il s'appelle déjà, qui était le gourou des paris sportifs, et qui du coup il y avait plus de sport, et donc il s'est mis à parier sur la bourse. Le roi des Covid traders. Ouais, c'est ça. Donc en gros, ouais, c'est ça ma thèse. C'est en gros, si tu récapitules, c'est t'achètes tous les mois régulièrement, tu diversifies. Moi, mon profil il est risqué, donc ça c'est à choisir. Tu réalloues régulièrement pour vendre haut et acheter plutôt bas. Tu diversifies à fond, je l'ai déjà dit. Et en gros, le premier c'était long terme. Voir sur le long terme. Ouais. En gros, j'achète pas. Tu vois, je touche pas, par exemple, à tout ce qui est effet de levier. C'est en gros, par exemple, tu peux te dire, je parie que l'action Tesla, elle va baisser, et donc je parie contre l'action Tesla, en gros. Ouais. Et là, tu peux perdre énormément d'argent. Il y a un mec qui s'est suicidé aux États-Unis parce que il avait mis, je sais plus, $10,000, et il s'est retrouvé à devoir des centaines de milliers de dollars. Des gens selon les outils que tu utilises, tu peux te retrouver soit flat à 0, c'est-à-dire que ça coupe tes positions, soit en négatif. Ouais, ça, j'y touche pas, moi. Ouais, ça fait partie de ma tête. Mais même moi, même celles où tu te retrouves flat, en l'occurrence, c'est compliqué. Mais l'idée, c'est de te dire, moi, je pense que Tesla va prendre ou perdre aujourd'hui, et puis en fait ça te fait de levier x10, donc si ça prend, tu prends x10, si ça perd, tu perds x10. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que t'aies en fait 0, donc si t'as fait 1000, et ben tu peux vraiment très vite te retrouver à 0, hyper vite. Je l'ai testé vite fait sur un truc de pétrole à un moment, je me suis dit attends, le pétrole, voilà, j'ai fait 0 très vite, en quelques heures, tu vois, et je me suis dit c'était marrant. C'était marrant, ouais, c'est le casino. En fait, c'était même pas drôle. Non, ça m'a même pas fait rire. En vrai, je me suis plutôt dit c'était con. Mais bon, après, je pense que là, en effet, on est border casino pour des amateurs comme nous, et puis pour des professionnels. C'est très technique. Après, c'est un autre univers. Enfin, les traders, etc. Ils font beaucoup ça, et je me souviens, dans un épisode, tu parlais, t'as les spéculateurs, et c'est des gens qui ont aussi qui peuvent corriger le marché. Par exemple, si tu paries contre un Tesla, ça veut dire potentiellement que tu penses que le Tesla est très très haut. Et donc c'est des gens qui sont aussi utiles pour les marchés. Mais bon,
moi, je joue pas dans cette cour-là. Sachant que tu peux aussi parier, alors là, tu complexifies carrément le truc, contre un Tesla, mais à long terme ou à très court terme. Ouais. Donc, c'est là où ça devient vraiment très conceptuel, tout ça. Ouais. Rentrons pas dans ces détails parce que sinon on va se perdre. Non, mais oui, mais en l'occurrence, tu fais ça aussi avec souvent l'immobilier quand même, hein, sur pas mal d'aspects. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans les bourses et l'IMO, on parie tous quand même de notre génération, et c'est un biais, je pense, auquel il faut quand même faire attention, c'est qu'on parie tous sur une hausse permanente. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles, quand on parle du mouvement FIRE, un super épisode qu'on a fait avec Victor. Et ben, écoute, Victor Liora, on a quand même une base, une thèse d'investissement qui est de se dire tout va monter. Les cracks immobiliers, ça a existé. Quand on voit les prix qu'il y a là, tu te dis c'est quand même pas débile que ça puisse arriver un jour. Non, c'est sûr. Les cracks boursiers, etc., etc. Donc, mais en fait, je pense que la thèse de ça ne peut que monter si tu pars d'une hypothèse où qu'il y a une croissance économique constante. Donc oui, forcément, l'économie dans son ensemble, il y a des chances que dans 100 ans, elle soit plus haute que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc toi, t'es quand même plutôt dans cette démarche. Tu te dis pas... Ouais, mais je me dis, en fait, c'est... sauf que, en fait, j'investis pas sur l'économie dans son intégralité. J'ai pas les moyens déjà. Et du coup, en fait, bah oui, il y a forcément des... bah oui, l'immobilier à Paris, bah oui, peut-être dans 10 ans, il peut cracher pour X, Y raison. Et peut-être qu'il remontera pas, mais qu'il montera dans un autre endroit. Et donc, en fait, c'est ça que tu peux... Enfin, c'est hyper compliqué à parier sur ces trends futurs, mais bon... Mais en tout cas, je suis persuadé que l'économie dans son ensemble ne peut que monter. C'est juste que tu peux pas trouver à chaque fois tous les trucs qui vont monter, quoi. Donc là, t'as tout vendu. Ouais. Là actuellement. Ouais. T'as le cash. J'ai tout vendu. Ouais. Ouais. Et tu réfléchis à ce que tu vas faire, ou tu as commencé à agir, ou ça va en gros, ce que j'ai fait là, j'ai fait un peu mon plan. Je me suis dit, ok, j'ai en gros. J'ai 4 stratégies que j'ai envie d'utiliser. C'est d'investir dans des produits qui sont pas corrélés au marché financier. Donc en gros, c'est l'or, l'art, les objets de collection, les Lego, les vinyles, enfin les Lego. J'adore l'idée. Ouais. Et du coup, c'est de se dire en fait tout ça, c'est lié à des marchés où il y a de la rareté, et c'est pas lié à des marchés financiers. Donc et c'est bien de le mettre comme ça, c'est ce que je disais dans mon intro en fait, hein, sur les montres, c'est un peu ça, c'est un peu l'idée de se dire en fait, t'as d'autres typologies de valeurs, une valeur sentimentale, une valeur plaisir, de rareté, plaisir, etc., qui est quand même intéressante, qui pareil aussi a quand même elle est liée au marché dans le sens, pas au marché financier, mais à l'économie dans le sens où si tout s'effondre, a priori une montre tu la payeras pas au même prix que quand tout est bien sûr, au plafond, quoi. Mais oui, c'est sûr, il y aura beaucoup moins de nouveaux riches, etc. Et donc beaucoup moins de tension sur le marché de la montre, sûrement. Du coup, donc ça c'est une première chose. Donc en gros, c'est comment tu te protèges contre les mouvements financiers, quoi. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est investir dans des boîtes où il y a des forts potentiels de croissance. Donc c'est souvent les boîtes tech, en gros, on va dire, ou ça peut être des startups. Donc toi, je crois que tu as investi dans quelques startups, mais quand tu fais un investissement en startup, tu espères un fois 10, 20, voire 100 parfois. Et du coup, c'est de me dire, je vais investir dans cette typologie de produits. Donc c'est souvent sur les marchés financiers, publics ou secondaires. Et ensuite, tu as tout ce qui est, en gros, la doctrine de Warren Buffett, c'est d'investir dans des boîtes qui sont sous-cotées. C'est de trouver la boîte qui a un prix qui est en dessous de sa valeur fondamentale. En gros, c'est imaginons, je sais pas moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup sur les marchés de boîtes qui sont sous-valorisées. Si tu prends hospitalité, tourisme, etc. Bon, on sait pas trop de quoi est fait le futur, mais si demain le Covid disparaît, vaccin, etc., les gens se remettent à voyager, les boîtes qui ont pris cher aujourd'hui, croisières, etc., en fait, elles vont repartir, quoi. Donc, il y a quand même tout un pan de l'économie qui est potentiellement sous-valorisé. Donc ça c'est un truc et ça demande quand même pas mal de recherche. Ouais, c'est ça, parce que souvent en plus ces marchés sont même là plein Covid, ils ont pas fait complètement exploser, quoi. Non. Les compagnies aériennes, ça va être compliqué. Ouais. Mais
En effet, après, il y a aussi, je crois, là-dessus, pour les très bons ou ceux qui savent un peu, soit des connexions de gens, que tu as des infos sur des choses, etc. Soit tu suis. Alors je parle pas même forcément des leads initiés, mais ce que je lis ou ce que j'écoute dans les podcasts. Moi, j'écoute des podcasts comme ça va me revenir, mais Invest Like the Best et un autre qui est vraiment très bien et que je vais trouver pendant que tu parles juste après. Mais où je vais avoir des stratégies d'investissement de certaines personnes qui vont dire, même dans les résultats trimestriels de boîtes cotées au second marché, enfin pas dans les marchés, pas dans le CAC 40 par exemple, tu vas voir par exemple des boîtes qui en fait là faut être quasi pro ou alors être un peu complètement nerd, mais tu vas voir leur chiffre d'affaires progresser de manière assez hallucinante, voir leur marge progresser de manière assez hallucinante. Pourtant leur code bouge pas parce que personne s'intéresse à ces boîtes. Ils sont pas publics. Ils sont publics dans le sens elles sont cotés, mais elles sont pas publics dans ce sens. C'est pas le grand public qui va regarder ça, etc. Peu de gens les commentent, puis tout d'un coup tu vois un truc et eux ils vont rentrer, alors pour des professionnels avec des millions ou des choses comme ça, mais et en fait souvent à un moment, et ils restent en revanche. La stratégie de Warren Buffett, c'est pas tu restes tu restes longtemps. Non, de toute façon c'est une des pires stratégies et du coup c'est ce que je regrette quand j'ouvre Revolut et que je vais dans la partie trading, c'est que ils te mettent en top en gros les boîtes dans lesquelles tout le monde investit, et du coup en fait si tout le monde investit dans cette boîte, c'est que, ça potentiellement le prix va être décorrélé de sa valeur, quoi. C'est en gros, c'est ce que dit encore une fois, j'aime beaucoup Warren Buffett, il dit en gros c'est be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful, quoi. C'est en gros, c'est en gros si tout le monde achète du Tesla, oula, attention, ça veut dire qu'il y a peut-être un truc qui va pas, quoi. Et par contre, si personne achète de telle boîte, c'est qu'il y a peut-être un coup à faire et du coup il faut creuser. Il y a allez, je te laisse aller. Attends, je te laisse faire le quatrième. Le quatrième, c'est un peu mon préféré parce que je suis quand même quelqu'un qui aime les risques. Et le dernier, en gros, c'est de se dire, en gros, alors je connais pas du tout la traduction en français, mais c'est la barbell strategy. C'est en gros, tu te dis que tu vas investir dans une toute petite partie de ton portefeuille, donc peut-être 5% ou 10% dans quelque chose de très 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 risqué, mais avec un potentiel qui peut être du coup du x100, voire même plus, quoi. Comment t'as dit barbell? Barbell, c'est tu sais comme les trucs de fonte là, de muscu. C'est ça. En gros, oui, c'est ça, c'est les poids, quoi. Donc en gros, c'est que tu peux faire un x100, et donc là ça, pour moi, alors je pense que les aficionados de crypto vont te dire que c'est pas risqué parce qu'ils s'y connaissent beaucoup, mais pour moi ça reste quand même quelque chose de quand même assez risqué. Les startups, pareil, si tu mets un ticket de 20 000 euros dans une startup, tu connais pas trop, elle a même pas sorti de produit, etc. Mais potentiellement, ça peut être un Stripe ou un Airbnb demain, quoi. Je suis d'accord, et en plus, je trouve que tout le reste est un peu sans saveur si t'as pas cette partie-là dans ton investissement, quoi. Il faut un peu de fun quand même. Le tout lissé surtout, évidemment, à un moment, tu feras plus 5% par an si t'es chanceux, parce que ce sera déjà bien. Et avec une strat comme ça, si t'as celui si tu l'as pas, c'est pas grave, t'as une petite partie de tes... Si t'as le cheveu gagnant. Mais après, c'est pas vraiment du pari parce que tu fais quand même, tu réfléchis, c'est pas en mode je vais investir dans cette crypto-monnaie qui en fait. C'est ce que j'aime bien. Alors, les difficultés dans les cryptos, c'est ça, mais c'est ce que j'aime bien, même dans les boîtes sous-cotées, dans ton approche aussi, dans ta thèse, de te dire des choses que tu connais. Moi, il y a une partie, je dirais pas intuitive, si un peu intuitive, mais elle est pas vraiment intuitive en fait. J'ai l'impression que c'est intuitif, mais moi, j'ai pas une cabale contre les banques traditionnelles, tu vois. Et je vais te dire, même pour aller plus loin et pour être totalement transparent, j'ai des sponsors sur mes différents podcasts qui peuvent être eToro, qui peuvent être Conto, qui peuvent être October, donc qui sont plutôt des nouveaux acteurs dans la fintech. Donc voilà, mais au-delà de ça, en fait, je pense que la plupart des gros organismes financiers ont rien compris. En tout cas sur la partie retail. Alors c'est pas là-dessus qu'elles sont valorisées, donc peut-être que tu peux te dire en fait c'est pas grave, on peut quand même investir, acheter des actions SG et BNP. Mais moi je me dis en fait s'ils comprennent tellement rien au retail, j'ai du mal, tu vois, aujourd'hui à me dire tiens je vais mettre de l'argent là-dessus parce que je crois en leur vision, tu vois. Et il y a quelques boîtes à l'inverse où tu te dis je sais pas, même un Tesla en fait. Alors là, en abstraction faite du fait que tout le monde y soit allé, donc du coup c'est probablement vraiment débile ou irrationnel, il faut faire attention.
Mais je veux dire, quand t'as quelqu'un qui se met full électricité ou SpaceX ou Neuralink ou tout ce qu'a fait Elon Musk sur ces différents trucs, tu te dis à un moment, il y a une telle vision, un tel truc que en fait, t'as envie d'y croire et puis tu te dis en fait, il est capable de, c'est un tel achiever que finalement, il en est tu vois, capable. c'est de l'intuition, mais au-delà de ça, c'est vraiment un truc où tu te dis attends, il y a des signaux très clairs, quoi. Et je pense que ça c'est intéressant aussi de faire c'est pas des paris, c'est à mi-chemin entre ta barbell stratégie et voilà, où te dire attends, eux j'ai confiance, ils ont une vision, je crois à fond dans ce projet, je crois que c'est l'avenir. Bon voilà, moi le premier que j'ai eu comme ça, c'était que j'ai vu quand j'étais petit, c'était à l'époque où honnêtement je regardais les cours de bourse sur des journaux papier, tu vois, tous les jours, etc. Et c'était Eurotunnel. Et je me disais putain c'est le turfu, tu vois, ce machin. Et je me serais rétamé. C'était le hyperloop d'avant. C'est ça. Et en l'occurrence ça aurait été une mauvaise idée, mais tu vois, ce que je veux dire c'est que tu te dis, et je pense que tout le monde pensait ça, donc voilà. Mais d'où la diversification et d'où de pas mettre tous tes œufs dans le même panier, quoi. C'est toujours. Et après je voulais revenir sur ce que tu disais sur. T'as des boîtes où tu sais que c'est pas un Tesla, donc tu parlais des banques classiques, BNP, etc. Par contre, en fait, c'est ça qu'il faut aussi, qui est important, et ça c'est aussi de la psychologie, c'est qu'en fait tes retours futurs, ils dépendent pas forcément de la boîte, mais du prix auquel tu l'achètes. Donc en gros, par exemple, si BNP se pète la gueule de 50%, c'est pas cher, tu vois. Tu dis, bon, j'achète, je rentre dedans, je sais qu'elle va pas faire x100 en termes de croissance. Par contre, elle est, Warren Buffett, elle est sous-évaluée, donc je peux rentrer dedans. Et donc t'as ça aussi à prendre en compte, et ça c'est pas évident, et bon ça demande quand même beaucoup de recherche et tout, quoique pas forcément, tu vois, si t'es abonné à quelques newsletters, tu peux lire ah bah tiens, un tel s'est pété la gueule pour X raisons, et voilà. Bon bref, on s'éloigne, mais du coup voilà, le dernier sur ce côté, investir dans des produits assez risqués. Je trouve que, et en plus c'est accessible, encore une fois, c'est accessible. Enfin, si t'avais acheté je sais pas moi, un bitcoin en 2007, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais tu aurais même pu acheter beaucoup plus qu'un bitcoin parce qu'il valait que dalle à l'époque. Bref. Et donc voilà, un mix de ces quatre là, je trouve que du coup c'est hyper équilibré, et en plus ça te permet de t'amuser un peu, et je trouve que voilà, on sort de ce côté tu sors de l'investissement, c'est payer mes impôts, et ça devient un truc qui peut être assez marrant, et qui peut en tout cas t'amener vers la sécurité financière. J'ai pris les notes de tout ça, je les mettrai en notes du podcast, donc la thèse d'investissement, ta stratégie. Là-dedans, typiquement, t'as pas d'IMO? Si, j'ai l'IMO. Alors ouais, j'ai pris tout ce que je finançais sans emprunt, en gros. Donc l'IMO, on a acheté un immeuble avec 3 potes. Enfin, on est 3 du coup, avec 2 autres potes à Fréjus, un immeuble de rapport. Donc ceux qui connaissent, un immeuble de rapport, en gros, il y a pas de copropriété, t'es le propriétaire de l'ensemble de l'immeuble. De quelle taille? Donc ou quel prix? Alors ouais, on n'a pas payé cher, c'était une super affaire, encore une fois, c'est voilà, tu vois, t'achètes le prix parce que Fréjus, c'est pas c'est la Côte d'Azur, mais c'est pas c'est pas Nice ou autre, quoi. Donc on l'a payé 180 000, je crois. Donc en gros 1000 € du mètre carré, il doit faire 200 mètres carrés, enfin un peu moins même, vraiment pas cher, quoi. Et du coup là et avec 100 000 € de travaux parce qu'il est complètement pourri à l'intérieur, mais donc là l'idée c'est de se dire ok, on va acheter ce premier immeuble, donc ça nous a pas coûté cher, tu vois, moi ça me coûte 340 € par mois aujourd'hui. T'avais fait un apport? Non, on n'a pas fait d'apport, on l'a fait à 110%. Plein de gens qui pensent. Alors aujourd'hui, après Covid, on l'a fait juste avant nous. 110%, c'est travaux plus notaire plus. Ouais, c'est ça. En gros, tu sors rien du tout. T'as 0 apport, et donc la banque finance tout, et donc aujourd'hui avec les taux, c'est de l'argent presque gratuit, quoi. Surtout si tu refinances derrière. Bon bref. Et donc ça fait partie aussi de la diversification. Donc en gros, c'est de se dire ok, l'immobilier, c'est aussi quelque chose qui est non corrélé au marché, même si un peu quand même, parce que si l'économie s'effondre, les marchés s'effondrent, l'IMO peut s'effondrer aussi. Le tourisme s'effondre, enfin tout. Exactement. Ouais, bien sûr. Donc donc de l'IMO, ça en fait partie. Et donc là, l'objectif, c'est de demain, tu vois, on a loué les appartes, on va voir une banque, on leur fait, ben voilà, vous voyez, on a tout loué, ça nous rapporte X € en cash flow tous les mois.
on en rachète un et puis on en rachète un autre. Et donc ça paraît compliqué, mais en fait c'est pas si compliqué que ça. Toi qui connais bien l'IMO, je pense que ça demande du temps, ça c'est sûr. Mais en tout cas, une fois que c'est lancé, enfin, on a rencontré un gars à Fréjus, il a commencé avec un appart, il en a 200, je crois, un truc comme ça. C'est assez incroyable. Ça peut aller vite. Moi, je suis tous les jours surpris par ça. Non, mais en l'occurrence, et c'est sûr que tu vois, j'ai adoré ces épisodes avec ImoCities et Bivouac que j'ai fait. Ouais. Et tous les deux, j'ai des très bons rapports avec toutes leurs équipes, etc. Puis en plus, quand je les appelle, ils me connaissent parce qu'ils me disent ah bah oui, tout le monde vient de votre part. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui les ont appelés. Je vous remercie si vous les appelez, mais je crois que les épisodes sont chouettes les deux. Mais quand je les appelle, je leur dis bon, du coup j'ai été sympa, je vous en ai envoyé plein de monde, mais moi je veux la bonne affaire. Je veux la bonne affaire, mais pas la bonne affaire, je veux la fucking great affaire, tu vois. Je veux le gros truc qui est passé qu'une fois, voilà. Et c'est vrai que moi j'ai plein d'alertes dans tous les sens, en immobilier, sur des parkings, sur des appartoskis, sur des choses que je regarde pendant des mois, des années, et puis un jour je vois un truc, tac, j'appelle. Et souvent, tu sais, souvent en plus c'est très précis, c'est-à-dire j'en appelle un. Enfin, j'en appelle pas qu'un, mais j'en appelle quelques-uns. Là, je me dis, oula, ça a l'air bien ce truc, je vais faire une visite tout de suite et boum, tu vois. Rapide. Et après, il y a d'autres choses, c'est, tu sais, des sortes de signaux faibles, quoi. J'ai fait, ça va pas se passer ce truc-là, mais j'ai fait la semaine dernière où, tu vois, un truc où en bas de chez moi, il y a des parkings et puis, je vois que la manière dont sont commercialisés les parkings, parce que je voudrais en louer un, ils vendent pas. Ouais. C'est genre juste il y a des barrières à l'entrée où pour réussir à en louer un, c'est galère. C'est le bordel. C'est-à-dire que t'appelles à un endroit, on te dit allez non, c'est pas nous qui louons le parking. Ouais. Tu dis bah si, j'ai 2 personnes qui m'ont donné votre numéro. Ah non, vous vous trompez. Là tu rappelles, tu finis par tomber sur quelqu'un, puis il te dit ah oui si c'est Madame machin, oui non excusez-moi parce que bon je savais pas, etc. Là tu te rends compte qu'en fait bah du coup il y a 0 parking qui sont loués là-dedans. Ouais. Et eux ils louent ça pour le compte d'un bailleur, un propriétaire. Et lui, il a la moitié de son parking qui est vide parce qu'il a filé ça à des branquignoles et du coup, voilà. Donc je dis à mes branquignoles justement, est-ce qu'ils vendraient pas 1 ou 2 parkings? Il me dit non, il en a 100, laisse tomber, il les vend pas. Ouais. Je dis est-ce qu'ils vendraient pas les 100? Et elle me dit peut-être. Mais évidemment, puisqu'il a un rendement pourri probablement, etc. Parce qu'il y a un maillon qui fonctionne pas. Ouais, tu détectes donc, ça. Voilà. Et en fait, j'ai pas du tout les moyens nécessairement de, je sais pas d'ailleurs, mais de me. Aller voir une banque. Ouais, tu peux aller voir une banque, tu peux aller voir. Je pourrais faire un appel aux dons sur la martingale, pas aux dons, à l'investissement. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. On peut toujours réussir en fait. Il faut toujours se dire en fait. De temps en temps, et dans l'IMO, c'est un peu ça, c'est te dire tiens, si t'as un prix débile au mètre carré, t'achètes 100, 200, 2000 ou 10 000, t'auras toujours quelqu'un si le prix est vraiment débile pour t'aider à rentrer dedans, quoi. Ouais, non mais c'est ça. Ouais. Et puis non mais ça aussi je pense que les gens se mettent des barrières en se disant que l'immobilier parfois certains, tu vois, si t'as pas un gros salaire, etc., que c'est inaccessible. Alors oui, évidemment, je pense que certains sont plus en difficulté que d'autres et tout le monde n'est pas au même niveau, mais j'écoutais le podcast c'était Jonathan, je crois, de Aircall. Ouais, sur la génération du yourself. Qui était étudiant et qui a acheté des chambres de bonne avec son prêt étudiant. Et je pense que si t'es un peu filou, tu cherches les bonnes affaires. Là, moi, j'entends des gens qui achètent en ce moment. J'ai signé ce que tu appelles le PGE, donc pour les boîtes c'est le prêt garanti par l'État. Donc c'est pas l'État qui te donne de l'argent, c'est la banque, mais c'est garanti par l'État. Donc je précise juste parce qu'on dise pas que les gens qui font ça sont c'est quand même garanti par l'État. À la fin, moi je l'ai pas fait et voilà, j'ai signé un truc disant que je le ferais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des PGE pour faire des acquisitions immobilières ou des choses comme ça, parce qu'en effet, donc c'est pas loin d'être un peu pareil, c'est que tu détournes un usage d'un argent qu'on t'a traité, mais si ça tourne à la vinaigrette, tu peux quand même t'exposer à quelques déconvenus. Non, c'est sûr. Je recommanderais, soyons clairs, pas de le faire. Non. Je ne recommande pas de le faire. D'ailleurs, je recommande rien du tout sur ce podcast. non. Je vous raconte des histoires avec Johan. Donc, qu'est-ce que tu nous recommandes? Non, t'as rien compris. Ok. Tout ça, c'est clair. Donc là, tu vas rentrer. Du coup, j'imagine que l'idée, c'est pas que tu rentres avec 80 000 d'un coup. Non, surtout pas. Comment tu fais là? T'es day one aujourd'hui. Comment tu vas faire dans les prochaines semaines, prochains mois? On est quand même dans une grosse vague d'incertitude. C'est quoi le plan là? Alors là, mon plan, en gros, c'est de me dire, déjà de définir c'est quoi les pourcentages de qu'est-ce que je veux en crypto, qu'est-ce que je veux en action, qu'est-ce que je veux, etc. En or, en art, tout ça. Donc ça, c'est un peu la première étape. Et une fois que j'ai ça, tu l'as défini? Ouais. Donc en gros, tu l'as mis dans ta newsletter ou
Non, je l'ai pas, mais en gros, c'est en gros, ce sera 60%, si je me trompe pas, ouais, à peu près, ou 50% actions, obligations, 10% sur crypto, 10% à peu près sur investissement start-up un peu risqué. Et là, j'en suis à combien? J'en suis à 80, je crois. J'ai 50% actions, 10% crypto, 10% startup. Ouais, et donc le reste, c'est tout ce qui est décorrélé du marché, donc art, or, montres, vin, un peu tous ces investissements-là. J'ai pas inclus l'immobilier dedans parce que je voulais séparer en gros mes investissements financés par de la dette et de ce que j'ai en cash, quoi. C'est 100% dont on parle, donc là c'est 80 000 euros. Le reste c'est de l'emprunt et c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Et après évidemment là il y a mes 80 000 euros, mais tous les mois je prendrai de l'argent de mon épargne que j'investirai. Et ce serait par exemple combien par mois? Ça dépend des mois, mais par exemple quand j'étais salarié, c'était en gros disons quand j'ai commencé ma carrière, je mettais genre 200 euros par mois, même pas, parfois c'était 100, parfois c'était rien. Et là dernièrement, c'était autour de 500 à peu près. Et donc ça dépend forcément des mois, mais tu vois, c'est pas des sommes gigantesques. Et évidemment, tu vois, quand on est en décembre, du coup je mets rien du tout parce qu'il y a les cadeaux. Et c'est pas bien, tu vois. C'est pas bien, c'est comme ça que tu pètes tes stratégies. Non mais je dis ça, mais j'avais fait cet épisode sur le goal-based investment et je suis Nalo, et je suis hyper fan de Ramit Sethi, cet américain qui dit en fait tu vois, s'il met 500 euros par mois, c'est 500 euros pour lui. C'est pas le bonus, quoi, c'est pas le truc qui reste, je le mets dans le, c'est vraiment 500 euros qui sont, ça fait partie intégrante de sa vie. Et le mec il raconte dans un épisode avec je sais plus, c'était James Altucher ou Tim Ferriss, le mec raconte que en fait à 24 ou 25 ans, il avait payé son mariage et sa bague de fiançailles, alors qu'il n'avait pas encore rencontré sa femme, tu vois. Et en gros, le goal-based investment, donc pour ceux qui connaissent pas, on a fait un épisode avec Nalo il y a quelques mois, c'est l'investissement par objectif, et l'idée c'est de dire, contrairement à ce qu'on fait finalement un peu depuis le début de cet épisode, c'est pas se dire j'ai 80 000 euros, je veux le faire transformer en 120 ou 160, c'est de se dire en fait j'ai des objectifs dans la vie, ce qui est probablement, excuse-moi, moi je suis plutôt comme toi, mais j'ai envie d'aller là-dessus de plus en plus, j'y vais même de plus en plus parce que je commence à investir dans cette démarche, mais c'est plus de se dire j'ai 3 enfants, donc je veux dans 16 ans ou 17 ans vont commencer les études de Jules, dans 15 ans de Ellie et dans machin de Louise, et donc il me faudra tant de côté, donc tous les mois je mets de côté, donc tu peux pas te dire non mais en décembre je paye plus les études de ma fille. Et non mais tu vois ce que je veux dire. Finalement c'est plus ça de se dire ça te force, ça te permet de voir, alors c'est un peu moins sécurite, mais ça te permet de voir en fait le monde à l'envers, c'est-à-dire que surtout pour les Américains, nous on n'est pas complètement comme ça, mais eux qui vivent énormément à crédit, finalement ils vont toujours emprunter pour les études de leurs enfants, ou leurs enfants vont emprunter pour eux-mêmes leurs études, et finalement tu marches sur la tête parce que tu passes ta vie à payer des trucs du passé. Fuite en avant. Et là l'idée c'est de payer un peu des trucs du futur. Non mais en effet le goal base, moi aussi c'est un truc que j'adore. Alors tu vois, t'as des produits comme Nalo qui te permettent de le faire facilement, et je trouve ça génial. Moi, si je voulais le faire avec ma stratégie demain, il faudrait que je me fasse des fichiers Excel avec des trucs un peu dans tous les sens, et j'ai envie de le faire parce que je trouve ça hyper intéressant, et t'investis pas dans les mêmes choses si t'investis pour les études de tes enfants. Oui, parce que t'achètes pas des cryptos, quoi. Ça, mais pour finir sur ce raisonnement, en fait, ce que je dis, c'est que là, je parle des études des enfants, mais ça va aussi sur, par exemple, te dire tous les ans, je veux me payer un Club Med à 8 000 euros, si t'es, voilà, ou n'importe quel voyage à tel moment. Et du coup, ça va répartir toutes tes, et à la fin, il a ce qu'il appelle, lui, Ramit Sethi, le guilt-free money, donc l'argent sans guilt, sans culpabilité. Donc il te reste 300, 400 euros par mois, et puis ça, c'est vraiment ce que tu fais, tu en fais ce que tu veux, en fait. Et lui, il va même jusqu'à dire, j'ai 200 euros par semaine sur les restos. Donc en revanche, il ne dépense jamais plus de 200 euros par semaine sur les restos, sauf si c'est du guilt-free money et qui peut aller un peu plus loin. Exactement. Et ça, en effet, la partie budget, on en a pas parlé, mais c'est un truc. J'en parle dans Snowball parce que en fait, c'est ta partie budget à toi. Du coup, pareil, j'essaye de me mettre des limites à chaque fois, et les gens trouvent que ça fait un peu
geek, autiste, etc., et que ça t'enferme. Mais j'ai l'impression qu'au contraire, ça te redonne un peu du pouvoir et de la liberté sur tes finances, quoi. C'est un peu ce qu'on m'avait dit sur l'épisode de Victor Liora, où même moi je me moque un peu de lui. Je me dis mais t'es une barre de fer en fait. T'es juste un énorme radin, quoi. Je pense, ouais, c'est ça. Mais en l'occurrence, oui, en effet, faut se mettre dans le juste milieu. Toi, du coup, sur ces fichiers Excel, cette allocation et moi, c'est un des problèmes que j'ai, entre guillemets, c'est que je travaille beaucoup, voire énormément, et en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça en plus, etc. Et donc, me dire tous les mois, toutes les fins de mois, tiens, mon portefeuille crypto représente 20%, il faut que j'en vende la moitié. Ouais. Tu vois, là-dessus, je me dis, en fait, j'ai d'autres choses à faire. Ouais, bien sûr. Ouais. Comment tu gères ça? Je me lève tôt. C'est vrai. Ouais. Non, aujourd'hui, en vrai, à part les cryptos où tu as des outils pour l'automatiser, je te dis les actions à part. Enfin, tu pourrais très bien, par exemple, un truc que tu peux faire toi si t'as pas envie de te faire chier, c'est tu te dis j'achète un ETF. Alors pour les gens qui connaissent pas, un ETF c'est un fonds indiciel, je crois en français. En anglais c'est Exchange Traded Fund. Ouais, c'est ça. Et l'idée en gros c'est de se dire qu'il y a des gens qui vont acheter à ta place toutes les actions. Alors soit par exemple ça peut être toutes les actions du CAC 40. Ouais. Et du coup qui vont réallouer, tu vois, si demain Carrefour devient énorme, mais du coup ils vont revendre un peu du Carrefour pour acheter d'autres trucs. Et du coup l'idée c'est de se dire tu peux très bien investir dans ça et te dire, et en plus t'as des ETF dans tout. T'as des ETF tech, t'as des ETF gaming, pharma, gaming, tout ça. Ouais. Donc en gros, pour les gens qui n'ont pas envie de se faire chier entre guillemets avec des fichiers Excel, tu peux faire ça. C'est un peu la stratégie de Nalo. Ils investissent beaucoup dans des ETF. Alors c'est plutôt Europe, je crois, mais bon, non, ils ont du monde aussi. Mais donc tu peux faire ça. Et sinon, je précise, on a parlé de Nalo beaucoup. Je suis pas sponsorisé par Nalo. Toi non plus, je crois pas. Non. Voilà, ils ont des concurrents. Ouais, Yomoni aussi. Voilà, que j'ai eu aussi. Voilà, il y en a plein d'autres. Ouais. Mais cela dit, j'essaye d'être sponsorisé par un de ceux-là et on en parle aussi. Donc voilà, mais non, parce que quand on a ça, je préfère être toujours transparent. Ah ouais, non, mais moi aussi, je le dis aussi sur Snowball quand je parle de quelqu'un. Et du coup. Aujourd'hui, non, il n'y a pas vraiment de produits. Alors, il y a des produits aux États-Unis qui permettent d'automatiser tes portefeuilles d'actions. Ouais. Il n'y en a pas vraiment en France. Il n'y en a même pas, je crois. Donc, tu dois tout faire à la mano. Mais du coup, c'est un truc que j'ai envie d'explorer. Tu vois, en fait, on parlait des barrières à l'entrée et je pense qu'il y a vraiment il y en a encore quelques-unes et je pense qu'on est au début, tu vois. Aujourd'hui, il y a des outils no-code dans le monde des startups et je pense que demain, il y aura un peu l'équivalent des outils no-code en investissement. C'est ça, parce qu'en fait, finalement, tu te dis, mis à part l'immobilier, qui est quand même différent, parce que tu vas pas acheter et vendre ton appartement comme ça sur c'est trop, je dois vendre 20% de cet appartement. Quoique, peut-être qu'un jour, on réussira à le faire. Il y a une boîte aux US en crypto, en gros, tu peux tokeniser en gros ton appart et emprunter de l'argent, hypothéquer juste une partie de ton appart. Trop bien. Voilà, mais donc l'idée c'est quand même de pouvoir te dire finalement tout ce qu'on dit. Là, il y a quand même des endroits où ces flux financiers sont accessibles. Il y a ce qu'on appelle dans le digital des API, donc qui pourraient dire finalement t'as un top 100 de ton truc. Quand t'as topé 20% ou les 12, 13, 14%, boum, ça vend un peu, ça réalloue, ça va te racheter automatiquement du Google et du Apple. Exactement. Parce que tes cryptos sont trop hautes et c'est là-dessus c'est trop bas. Ouais. Ok. On a fait, je crois, un bon tour. J'ai oublié de te poser des questions sur ta strat. Non, mais je pense que on a fait un bon petit tour, mais je pense que le plus important, en tout cas, à retenir pour les gens qui veulent investir et qui ont toujours ce côté quand est-ce que j'investis, dans quoi j'investis, quand j'investis, etc. Je pense que essayer d'automatiser un maximum ces décisions, ça permet justement d'éviter les blocages et du coup de réfléchir un peu en amont. Ça permet de se lancer en vrai, parce que je sais pas si t'as vu, mais il y a 100 milliards qui sont sur les comptes courants en ce moment en France. Des gens qui du coup ont mis de l'argent de côté pendant le confinement et n'y touchent pas parce qu'ils savent pas trop quoi en faire. En fait j'ai une question quand même quand je vois ça. Tu dis donc 30% donc sur la partie décorrélés, donc art, or, montre, vin, etc., etc. Alors peut-être les vins, en l'occurrence, je te mets la réponse dans la question, mais j'ai remarqué sur ces épisodes-là spécifiques que je fais sur l'art, l'or, les montres, la voiture, etc., que l'entrée est quand même coûteuse, c'est-à-dire que
tu vois, dans les montres, comme je le disais, une Royal Oak, c'est plutôt 15-20 000 euros. Ouais. Il y a un truc intéressant là-dedans, qui a porté à réflexion après cet épisode sur les montres. Alors, il y a 2 questions en une, hors montre. C'est que il y a un côté où c'est des biens que tu peux transporter. C'est les seuls biens, voilà. Et donc, ça a un côté très risqué à la fois parce que tu as un potentiel de perte ou de vol. Qui l'abîmer. Qui est existant, réel, quoi. Les lingots d'or, les montres. On parlait un peu dans cet épisode avec Greg, mais les montres, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui repèrent des gens avec des montres, des raquettes, des tas de choses, etc. Voilà. Et du coup, comme c'est difficile à rentrer, toi, tu sais comment tu vas le rentrer, ce dernier point qui représente presque 30% de ton portefeuille. Sur quel produit? Déjà, moi, j'avais commencé à investir un peu sur l'art via un produit américain qui s'appelle Masterworks. En gros, tu peux acheter un Monet, un Banksy, t'achètes pas un Monet, t'achètes une partie d'un Monet. Bien sûr, ouais, j'imagine. En gros, ils transforment le tableau en actions, quoi, on va dire, en shares, quoi. Et tu peux acheter $2000 d'un Monet, quoi. Et du coup, ça te permet d'éviter le problème de stockage, parce que eux, ils l'achètent eux-mêmes, ils en sont propriétaires. Ouais, ils en sont propriétaires. Ils ont une galerie à Soho, à New York, où tu peux y aller si t'es investisseur. Donc assez marrant, tu peux aller voir ton Monet, enfin le centimètre que tu possèdes du Monet, quoi. Et j'ai bien fait de te poser cette question. Tiens. Ok. Et du coup, ça c'est super intéressant. Et t'as d'autres outils. Il y en a un, c'est souvent américain. Je pense qu'ils ont un temps d'avance, un peu comme dans la tech. T'as un autre service qui te permet d'investir dans des cartes magiques, dans des cartes Pokémon qui valent aujourd'hui des dizaines de milliers d'euros, sans la posséder parce que c'est eux qui le stockent. Un peu comme t'as des services en France avec le vin, je crois. T'avais reçu quelqu'un où ils stockaient le vin aussi. Et du coup, tu peux acheter aussi une partie. Et donc, ça, encore une fois, ça casse les barrières à l'entrée. Tu vois, acheter une Rolex, peut-être que demain, tu achèteras une partie d'une Rolex qui est stockée. De temps en temps, ils la revendent quand elle a pris de la valeur. Et toi, tu fais ton cash out et voilà, quoi. Mais aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup les montres. Donc, je me dis, investissement plaisir, pourquoi pas m'acheter une montre t'en as à 3000 euros, à 2000 euros. Et du coup, voilà, pourquoi pas en acheter une. Que je mettrai pas souvent, donc je la stockerai chez moi, etc. Mais en gros, moi, les trucs dans lesquels je veux investir, c'est j'aimerais beaucoup me lancer dans le design. Il y a un designer c'est l'ancien designer de Braun, Dieter Rams, je sais pas si tu le connais, mais qui a influencé Apple, etc. Donc c'était très très grand designer, et j'aimerais beaucoup me créer une collection de ces objets en fait qui n'arrêtent pas de prendre de la valeur. Et c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, et tu trouves aujourd'hui sur le Bon Coin des trucs à 300 balles, à 1000 balles, et donc un peu à tous les prix. T'as comme ça, c'est marrant, j'y pensais ce matin, j'écoutais, c'est très drôle, il y a une exposition à Vivienne Westwood à Lyon qui commence, et j'entendais ce type, un Anglais, qui raconte qu'il avait acheté plein de t-shirts à l'époque, etc., à l'époque des punks dans les années 70, et que en fait il y a une partie qui portait, toute une autre partie qu'il achetait, mais pas du tout dans un but de valoriser quoi que ce soit, mais parce qu'il les trouvait beaux, parce que c'est là où je te parle aussi un peu d'intuition, où c'était un marqueur d'une époque, etc. Et il les mettait sous tableau, quoi, enfin sous verre, quoi. Et puis en fait aujourd'hui, sur les 150 pièces de l'expo Vivienne Westwood, il y en a quand même une petite partie qui vient de chez lui, tu vois, et dans les premières pièces qui sont rarissimes, en bon état en tout cas, quoi. Donc non, mais l'art, le design, tout ça, il y a des trucs qui restent quand même très accessibles, et oui, il faut avoir une intuition, et souvent c'est lié à ton goût personnel, tu vois. Moi, j'adore cet homme-là, et donc je le connais, mais plein de gens ne le connaissent pas encore, et demain, je pense que de plus en plus le connaîtront. Donc, donc art, design, que j'aimerais bien me lancer, les montres, j'adore les Lego, moi, et donc ça, c'est un truc... d'ailleurs, j'avais écrit un article sur ça, mais les Lego, c'est un truc de fou. Si tu regardes les chiffres depuis
2000, ça a dépassé de loin les marchés financiers, quoi. Si t'achètes les bonnes pièces. Voilà, j'ai découvert ça par le biais de mon ami Albin Périgaud, d'ailleurs, qui écoute certains des podcasts. Si tu écoutes ça, Albin, je t'embrasse, qui a acheté des Lego, en effet, un moment. Alors, tu les achètes neufs, on est bien d'accord que tu les donnes pas à tes enfants pour qu'ils ouvrent la boîte et qu'ils y jouent. Hein, ce que je fais, c'est moi j'en achète 3 et j'en ouvre un pour moi. Donc, je m'étais acheté 3 fusées de Saturn 5 là, qui étaient sorties. Je me dis peut-être que dans 10 ans, ils en feront plus et que ça deviendra un truc. Donc, j'en ai acheté 3 et j'en ai ouvert une que j'ai montée et qui est chez moi, quoi. Donc, il y a toujours un peu ce côté. Je pense que dans tous ces produits un peu décorrélés, il faut que ça garde un côté plaisir et donc que ça reste pas juste acheter pour acheter, quoi. Et j'ai eu je sais pas, c'est pas une poupée LOL ou un truc comme ça. Je sais pas ce que c'était. J'ai acheté récemment un truc pour ma fille chez, je crois que c'était Micromania. Je pense que c'était des poupées LOL. Je sais pas. Et en fait. Ma femme me dit mais elle veut absolument celle-là, elle kifferait trop, on l'a jamais trouvée, mais nous on l'a acheté juste tiens, elle est dispo en stock ici, très bien quoi. Ouais. Je l'achète. En ce moment je demande quand on me propose un sac plastique, je dis non tout le temps, tu vois, ma part écolo, donc je dis non, je veux pas de sac plastique, et puis je me balade avec, puis je la pose, je vais boire un coup et puis le serveur me dit si vous voulez je vous offre le verre en échange de cette poupée qui devait valoir 20 balles. Donc je lui dis bah non, c'est pas un bon trade-off. Il me dit je suis même prêt à mettre 50 € de plus. Et là je le regarde et je lui dis de quoi tu parles en fait, tu vois. Et en fait je crois que celle-ci en particulier était très rare en fait. Ouais. Et lui il me dit bah ouais j'en ai 40, je les stocke toutes, celle-là je l'ai pas, je la cherche. Voilà. Et du coup tu vois à un moment j'ai hésité, je dois t'avouer. Mais ouais tu vois gagner 50 balles tout de suite, faire x5 sur ton truc, why not? Je me suis dit non, c'est celle que veut ma fille, je vais pas gratter 40 €, tu vois, mais en l'occurrence, ouais, des trucs totalement inattendus, ouais. Ah ouais, non, mais, enfin, moi, je me rappelle, il y a 4 ans, je sais pas si tu te souviens, Snapchat avait sorti des lunettes aux États-Unis. Ouais. Et en fait, ce que je faisais, moi, c'est que j'en chopais sur eBay et je les revendais à des gens qui voulaient absolument les acheter parce qu'elles étaient pas sur le marché. Je les revendais, je les achetais 150 balles et je les revendais 500, quoi. Ouais. Et il y a même un gars qui est venu en scooter, qui m'en avait acheté 3. Il m'a dit, t'en as pas 10. En fait, il venait les acheter pour une famille saoudienne qui restait à un palace et qui voulait absolument 10 lunettes pour ses enfants. Donc, en fait, ouais, il y a des petits trucs comme ça que tu peux détecter de temps en temps pour faire, bon, on sort un peu de l'investissement sur du long terme, mais bon, t'as un côté fun quand même autour de ça. Hyper fun. Faudrait que je fasse un épisode sur les sacs à main aussi, parce qu'il y a quoi faire. Ah ouais, non, là, ouais, c'est un truc de fou, ouais. Et donc, et le dernier, c'est, donc j'ai dit art, et ouais, or, c'est un truc, et aujourd'hui, c'est hyper simple. Enfin, dans Revolut, dans tous les courtiers, tu peux acheter de l'or hyper facilement. Même toi, t'avais reçu des gens sur la martingale. Oui, sur l'achat de la d'or en barre. C'est différent, l'or papier, l'or en barre. Enfin, il y a encore une fois moi, j'ai pas encore, mais c'est vraiment un truc que je veux faire. L'or, je crois que je veux acheter un lingot. Peu importe, j'ai presque envie de dire, non, pas peu importe la valeur, mais un peu, tu vois, dans l'idée. C'est-à-dire que je préférerais même avoir un bout de lingot, mais me dire, je pense que c'est bien d'avoir des trucs un peu physiques de temps en temps. Ouais, c'est un peu défensif, tu vois, dans l'idée. Mais, mais ça fait partie clairement de la stratégie de se défendre contre demain une inflation ou autre. C'est toujours un bon investissement. Et puis l'or, ça a toujours été une valeur refuge. Je pense que ça restera toujours une valeur refuge. Ouais. Bah ouais, c'est ça. C'était avec chercher, mais l'épisode avec le CEO de goldmarket.fr, Rafik Malklouf, qui est un bon épisode. Et moi, il m'a vraiment. Alors que je me disais en fait, attends, l'or, ça sert à rien. T'investis pas dans l'économie réelle, etc., etc. Et je suis sorti de ce truc en me disant bon, ok, 5-10% de mon truc là-dedans. Bon, voilà. Le problème, c'est que les 5-10% de ce que je cumule, ça fait au moins 200-300%. Donc, ça fait beaucoup plus. Il va falloir que j'emprunte. Merci. Merci. Donc, Snowball, voilà, je le lis religieusement. Je ne dis pas ça par flagornerie, mais voilà. Donc, snowball.substack.com. Abonnez-vous. C'est cool. Vous verrez, il y a plein de monde. C'est très communautaire aussi. Et je pense que c'est que le début. On se dit ensemble qu'il faudrait qu'on fasse des choses ensemble pour faire vraiment quelque chose de un vrai média autour nouvelle génération autour de tout ce qui est finance perso. On en reparlera si vous avez des idées, si vous avez des gens autour de vous. La nouvelle génération. Merci Johan, merci beaucoup. Merci à toi, c'était cool. Très cool. Je remercie à tous aussi de me faire part de vos feedbacks et puis de vos idées et puis de
de vos idées d'intervenants aussi, mise en relation, de gens qui rentrent bien dans ce profil. Moi, j'essaie d'évoluer, tu vois, avec un peu cette martingale où mon positionnement d'origine était de découvrir. Au bout d'un moment, bon, je peux pas faire tu vois, l'idiot du village à découvrir toujours la même chose. Donc, il va falloir qu'on le fasse évoluer un petit peu. Je réfléchis à plein de choses autour de ça, mais c'est super chouette ce qu'on vit autour de ces médias, en tout cas. Ouais, carrément. Bon, je vous embrasse. Oubliez pas de partager ces épisodes autour de vous et puis de noter 5 étoiles sur Apple Podcast en particulier. Ça fait remonter tout ça dans les classements et puis de mettre des gentils commentaires à droite, à gauche. C'est important. Salut, à bientôt sur la Martingale. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté la Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.